on m'a demandé de parler des défis de la radiologie interventionnelle, et moi je vais vous parler plutôt des jouets ou des outils de la radiologie interventionnelle et comment on les utilise. Du reste, c'est comme ça que la Société européenne d'oncologie médicale définit tout ce qui n'est pas chimiothérapie, c'est la toolbox, la boîte à outils. Et pour la radiologie interventionnelle, il s'agit du traitement local par thermoablation, des traitements intrahépatiques par voie transartérielle. Et puis moi, j'ai ajouté l'embolisation portale préopératoire, qui n'est pas un traitement en soi, mais qui est une technique qui permet d'amener des patients à la chirurgie. Donc on va commencer avec la thermoablation. Par radiofréquence, cette technique, elle est connue depuis une trentaine d'années. Donc en gros, le principe, c'est qu'on applique un courant alternatif à très haute fréquence. C'est un peu comme un petit fer à souder qui chauffe au bout de l'aiguille. Et c'est aussi un peu comme l'électrocoagulation chirurgicale. Et le but, c'est de brûler la tumeur, pas trop fort, parce que sinon ça carbonise, mais plutôt avec une cuisson lente pour déposer la chaleur au niveau de la tumeur et au-delà. Et la grande différence avec la chirurgie, c'est qu'on brûle la tumeur, mais on la laisse en place, alors que la chirurgie, dans la très grande majorité des cas, enlève toute la tumeur. Alors voilà l'exemple typique d'une ablation par radiofréquence, où vous voyez une toute petite métastase dans le lobe gauche, qui a été traitée avec une seule électrode de radiofréquence. Le plus souvent, ce traitement se fait sous guidage échographique. Et puis vous voyez le résultat avec un scanner qui est fait dans les 24 heures et qui montre une bonne ablation de la lésion et du tissu autour avec une bonne marge de sécurité. Et puis ce patient a été opéré plus tard et on voit l'aspect macroscopique de la lésion qui est en nécrose de coagulation avec un tissu fibreux autour. Alors, l'EORTC a mené une étude assez récemment, la fameuse étude CLOC, qui a étudié de façon randomisée l'intérêt d'un traitement local avec chimio par rapport à la chimio tout seul. C'est une étude qui était initialement designée en phase 3, mais qui est devenue de la phase 2 en raison du petit nombre de patients. Néanmoins, cette étude à long terme a montré une différence de survie en faveur du traitement combiné, avec par exemple à 8 ans, une différence significative avec un peu plus d'un tiers des patients qui ont été traités avec la chimio-embolisation et la chimio, et puis moins de 10% avec la chimio seule. Donc, on a appris pendant ces 30 années à peu près quelles sont les bonnes indications et comment sélectionner les patients. Donc c'est avant tout des patients qui ne sont pas candidats pour la chirurgie ou qui présentent une récidive après une résection majeure. Il s'agit de traiter surtout des métastases de petite taille, parce que si vous avez une lésion de 3 cm et que vous ajoutez encore 1 cm de chaque côté, l'obtention d'une ablation de 5 cm, c'est physiquement difficile à obtenir dans un organe qui est très perfusé et qui refroidit la chaleur. Et puis, il y a des études intéressantes qui ont montré aussi que le comportement biologique de la tumeur et l'histologie de la métastase ont des facteurs pronostiques pour le succès du traitement. Et là, il y a un très joli papier qui montre que les métastases qui sont plutôt minoritaires, qui ont une pseudocapsule fibreuse, répondent beaucoup mieux que le type majoritaire infiltratif qu'on voit fréquemment en imagerie par IRM ou par scanner. Alors ici, je vous montre quelques exemples pour voir comment on trie les patients. Alors il y a 2 exemples un peu extrêmes. Ça, je crois qu'il n'y a pas de doute, qu'il n'y a aucune place à la radiofréquence et que c'est un traitement par chirurgie qu'il faut faire si on considère un traitement local. Alors que là, on peut se poser la question si ça vaut la peine de faire un traitement chirurgical alors qu'on peut faire une ablation simple en préservant le parenchyme et puis avec peu de dégâts collatéraux. Et puis, à droite, vous avez une situation un peu mixte, qui est un peu les situations qu'on voit ou qu'on voyait au colloque multidisciplinaire. C'est des situations où il y a beaucoup de métastases. Et je pense que le message, c'est
n'y a pas seulement la taille qui compte, mais c'est la localisation des métastases. Et par exemple, ici, vous avez une majorité de métastases sous-capsulaires qui peuvent être accessibles à des métastasectomies sous-capsulaires, alors que cette lésion plus centrale peut bénéficier d'une radiofréquence, et ce qu'on faisait au cours du temps opératoire. Alors, les limites actuelles de la radiofréquence, c'est, on l'a vu, les grosses métastases, mais c'est aussi les petites métastases. Les toutes petites métastases, celles de moins d'1 centimètre, elles sont difficiles à diagnostiquer, elles sont difficiles à biopsier, elles sont difficiles à traiter. Et puis il y a aussi des localisations particulières, les métastases proches des gros vaisseaux. Il y a un effet de refroidissement qui est accentué et qui diminue l'efficacité de la radiofréquence. La proximité de la capsule, surtout les lésions qui dépassent le foie, il y a un risque d'ensemencement. Et puis il y a des structures qui peuvent subir des lésions thermiques comme la vésicule biliaire, le côlon, si on ne fait pas attention de se mettre à distance de ces organes. Alors comment est-ce qu'on peut faire mieux? Ça, c'est quelques pistes. Alors, pour les toutes petites métastases, et ça c'est un cas récent, c'est une dame qui a eu une hépatectomie droite, et puis elle fait un tout petit nodule récidivant qui est apparu sur la dernière IRM, et puis à l'échographie, qui est un échographe de très bonne qualité, on ne trouve pas le nodule. Alors on utilise une technique qui est la fusion IRM, c'est-à-dire qu'on utilise l'IRM qui a été faite, celle qu'on a utilisée pour détecter la lésion, là où on a détecté la lésion, et puis on utilise cette imagerie et on la couple avec l'échographie en temps réel. Ce qui nous permet, vous voyez ici l'aiguille, de placer l'aiguille à l'aveugle. Et donc, vous pouvez, après, voir l'effet, donc la petite métastase avant, l'ablation avec un centrage de la lésion par la zone d'ablation. Donc ça, c'est une solution. Pour le traitement de plus grosses métastases ou de métastases près des vaisseaux, il y a une autre technique qui n'est pas la radiofréquence, mais qui est le micro-ondes, qui est apparu un peu plus tard. Et là, au lieu d'appliquer un courant alternatif à 500 kHz, on applique un courant à 2 MHz qui va agiter les molécules d'eau et qui va avoir un effet thermique beaucoup plus important. Alors ça, c'est des considérations théoriques et qui ont été montrées ex vivo. Ce qui est sûr, c'est que c'est des traitements qui sont beaucoup plus rapides. On obtient des zones d'ablation plus grandes, plus rapidement. Et vous avez un exemple ici d'une métastase dans le segment 1 qui était traitée avec 3 aiguilles, et on voit la zone d'ablation immédiate et la zone d'ablation après 6 mois sans récidive visible. Et puis ça, c'était un peu notre sujet de recherche qui est encore au stade préclinique, c'est les ultrasons focalisés à haute énergie. Alors qu'est-ce que c'est? Vous connaissez le principe de l'échographie diagnostique. On a une sonde qui génère des ultrasons à basse énergie, qui émet et qui reçoit les ultrasons, et on forme une image. Les ultrasons focalisés à haute énergie, c'est une sonde uniquement émettrice, avec une puissance 20 000 fois plus grande qu'une sonde d'échographie, et qui concentre les ultrasons à un endroit et qui fait des brûlures comme une loupe avec le soleil. Et je vous montre juste une expérimentation animale dans le cadre d'un projet du Fonds national sur un cochon vivant, et vous voyez, c'est fait en IRM, et en IRM on a la capacité de mesurer la température en temps réel, et vous voyez qu'on peut, sans applicateur, sans aiguille, obtenir des brûlures très rapidement, et en déplaçant le foyer, faire une ablation thermique plus conséquente, y compris dans des zones sensibles. Alors, le deuxième sujet, c'est les traitements intrahépatiques par voie transartérielle. Ce sont tous les traitements où on administre un agent thérapeutique en faisant une ponction de l'artère fémorale, le plus souvent, et on injecte l'agent thérapeutique dans l'artère hépatique pour faire un traitement loco-régional. Alors, il y a trois principales thérapies que je vais passer en revue assez rapidement. La plus ancienne, c'est la chimiothérapie intra-artérielle. En fait, c'est une infusion
de chimiothérapie dans le foie après avoir placé un cathéter dans l'artère hépatique, s'assurer de la fermeture de l'artère gastro-duodénale pour éviter des effets secondaires dans les organes qu'elle vascularise. Et puis, ici, la chimiothérapie est donnée de façon variable avec différents agents dans le foie et au moyen d'un porte-à-4 qui peut être posé par voie percutanée. Attention, et notre toute petite expérience l'a montré, des douleurs sont décrites au moment de l'injection de la chimiothérapie, et ce n'est pas seulement parce qu'il y a un reflux de chimiothérapie, c'est des douleurs qui sont importantes et qui peuvent être difficiles à gérer, et puis quand même une obstruction de l'artère hépatique dans 1/3 des cas. Ensuite, nous avons comme deuxième traitement la chimioembolisation hépatique, qui est très similaire à la chimioembolisation hépatique dans le carcinome hépatocellulaire, en tout cas techniquement. Initialement, c'était un mélange de lipiodol, donc un contraste lipophile, avec des agents comme la mitomycine C, la doxorubicine. Actuellement, il y a des nouveaux agents embolisants qui sont des microbilles sur lesquels est absorbée de la chimiothérapie qui est de l'irinotécan et ce qui permet de libérer par élution l'irinotécan dans le foie. C'est un traitement qui se fait sur plusieurs séances et de façon très sélective en allant avec des microcathéters le plus près possible des métastases. Attention, une toxicité biliaire non négligeable, 1 cas sur 10. Et puis, une technique qu'on connaît un peu plus ici au HUG, la radioembolisation hépatique. Cette fois, on n'injecte pas des billes avec de la chimiothérapie, mais on injecte des billes qui sont chargées avec de l'yttrium 90, qui est un agent, qui est un émetteur bêta. Les microbilles sont beaucoup plus petites, et puis le traitement est souvent lobaire, et si on doit traiter les 2 lobes, on laisse un intervalle de 4 semaines entre les 2 traitements. C'est un traitement qui est assez difficile à organiser, notamment parce qu'il nécessite une angiographie préopératoire avec de la dosimétrie. Et puis, il y a une petite partie des patients qui développent une hépatopathie, une cirrhose qui est radio-induite, puisqu'une partie de ces billes peuvent aller dans le parenchyme hépatique. Alors voilà un exemple de radioembolisation d'une grosse métastase qui ne pouvait pas être opérée rapidement, avec l'effet assez spectaculaire avant, pendant et après. Et il y a une seule étude qui a comparé une des techniques qui est la radioembolisation combinée avec un traitement de chimiothérapie versus chimiothérapie toute seule, une étude quand même assez conséquente, mais qui n'a montré aucun avantage de la radioembolisation comme traitement en première ligne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des courbes aussi superposables, mais il n'y a vraiment aucune différence entre les 2 traitements. Donc, je fais un résumé parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui sont en cours sur ces différents traitements, mais actuellement, pas d'indication de ces thérapies comme traitement de première ligne. On peut le considérer pour certaines personnes dans le cadre de colloques multidisciplinaires comme traitement de sauvetage, avec des survies médianes très variables, et puis des indications niches, des indications particulières, par exemple la radioembolisation pour un jeune patient qui est chimio-résistant ou qui ne tolère pas la chimiothérapie. Pour répondre à ces questions niches, il y a des études qui sont en cours et on devrait avoir les résultats d'ici 2 à 3 ans. Et pour finir, l'embolisation préopératoire. Alors, on sait que plus la résection hépatique est importante, plus le risque d'insuffisance hépatique est important au niveau du foie résiduel, du foie qui reste, et que la mortalité post-opératoire dépend essentiellement de cette insuffisance hépatique. Alors voilà un exemple de grosse métastase qui prend tout le foie droit et une partie du segment 4, et qui nécessiterait une hépatectomie droite élargie au 4 et qui laisse en fait très peu de foie. Et dans ce cas, on ne peut pas opérer le patient dans ces conditions, d'autant plus si le foie a reçu beaucoup de chimio
et qui a une hépatopathie de chimiothérapie. Donc, ce qu'on fait habituellement, c'est une embolisation portale qui consiste à rentrer de façon percutanée dans la veine porte, de mettre un mélange de colle et de contraste pour complètement boucher les veines, les vaisseaux portes du foie droit, et ceci va entraîner une atrophie du foie droit, du foie qui a été embolisé, et une hypertrophie compensatrice de l'autre côté par des cascades enzymatiques et une redirection du flux portal. Et donc vous avez ce patient-là qui a été traité, et on voit après 4 semaines l'effet de l'embolisation portale. Alors l'atrophie du foie droit, on ne la voit pas beaucoup, mais surtout on peut quantifier l'augmentation de volume qui est significative et qui est liée aussi à une augmentation de la capacité de régénération hépatique post-chirurgicale. Le succès technique est assez bon, avec peu de complications, un degré d'hypertrophie assez variable qui dépend en fait de la fonction hépatocellulaire sous-jacente. Et à noter qu'on a un taux de résection qui n'est pas de 100%. Il y a des patients qui progressent pendant l'intervalle de 4 à 6 semaines, et puis où il y a une hypertrophie insuffisante. Alors il y a différentes pistes qui ont été examinées, mais je pense que la plus intéressante et vers laquelle on s'oriente, en tout cas dans le domaine de l'interventionnel, c'est de faire non seulement une embolisation de la veine portale, mais aussi de la veine sushépatique du foie qu'on embolise. Par exemple, ici, on a une embolisation de la veine porte et puis ici une embolisation de la veine sushépatique, ce qui permet en rouge, ça s'appelle, cette technique, c'est la déprivation veineuse du foie, d'augmenter l'hypertrophie du foie, mais aussi d'améliorer la fonction hépatique. Voilà, en conclusion, la thermoablation, que ce soit par radiofréquence ou micro-ondes, est un traitement local efficace pour des petites tumeurs comme alternative ou en complément à la résection. Le rôle des thérapies intra-artérielles reste à définir et doit être réservé à des cas très très particuliers. L'embolisation portale est la méthode de choix avant une hépatectomie majeure, et le choix de ces outils interventionnels dépend de l'expertise locale pluridisciplinaire et ça c'est un autre sujet, de la qualité du bilan et du suivi par imagerie. Voilà, je vous remercie.